Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 22 mars, c'est la journée des manifestations organisées partout en France contre le fascisme et le racisme, mais c'est aussi la journée de l'eau. Donc c'est la journée de l'eau depuis 1993 et cette journée permet de sensibiliser sur l'importance et la nécessité de tous d'avoir accès à l'eau. Donc en quelques chiffres, dans le monde on a 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, près de 1000 enfants qui meurent par jour à cause d'eau insalubre. Et d'ici 2040, on estime qu'un enfant sur 4 n'aura pas d'accès à l'eau et subira un stress hydrique. Donc aujourd'hui, je suis avec ma camarade Louise, donc Louise Guy-Brunet qui vit au Mexique. Donc Louise, je te laisse le temps de te présenter. Merci Magali d'organiser cet événement. Donc moi je suis Louise Guy-Brunet, je suis co-animatrice du groupe d'action de Mexico. Et donc ça me fait très plaisir de participer à cette journée de l'eau. Je ne suis pas experte, moi je suis prof en géographie, en développement durable, mais pas dans les sujets de l'eau. Et donc j'ai proposé qu'on invite une camarade de Mexico, qui est Laura Martinez, qui va se présenter, mais que je connais parce qu'on a été candidate ensemble aux dernières élections consulaires sur une liste de gauche, la seule liste de gauche qui était présente au Mexique. Voilà. Eh bien, on accueille Laura. Bonjour Laura. Bonjour Magali, bonjour Louise. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci du temps que tu as pris pour venir avec nous parler de l'eau. Donc apparemment, tu es experte. Donc je te laisse le temps de te présenter. Je suis experte, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement être experte, mais l'eau a toujours fait partie de ma carrière depuis les temps où je travaillais en Afrique avec les primates et où les principaux conflits étaient liés à l'accès à l'eau, non seulement entre les communautés et les espèces animales qui vivent dans la zone, mais aussi très souvent, ces zones de peu de disponibilité d'eau sont des zones très riches en ressources du sous-sol. Donc, dans ce cas-là, l'or. Et puis, plus tard, je suis revenue au Mexique. Je suis franco-mexicaine. Donc, j'ai décidé de revenir au Mexique. J'ai travaillé pour le gouvernement, pour la Commission des aires protégées. Et là aussi, j'ai été très en contact avec l'eau, surtout à travers les zones humides et la convention Ramsar pour la protection et l'usage raisonné des zones humides. Et là, ça m'a donné une autre perspective, non plus les conflits directs de zones arides qui dépendent des mêmes sources d'eau, surtout en période sèche. Là, nous sommes avec des problématiques beaucoup plus complexes qui sont liées à toutes ces zones humides dont dépendent non seulement beaucoup d'écosystèmes, sinon aussi les services écosystémiques dont ont besoin les humains pour vivre. Et après, j'ai travaillé dans une fondation privée qui s'occupait du financement des projets d'eau. Et là, j'ai pu encore rajouter une couche de complexité, et c'est celle dont je voudrais parler un peu plus aujourd'hui, Journée mondiale de l'eau, qui est la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, comment est-ce qu'on gère l'accès à l'eau, et pas seulement l'accès à l'eau, mais aussi l'assainissement de l'eau, qui est tout aussi important que l'accès à l'eau. Voilà, maintenant j'habite à La Paz, qui est une ville au bord du golfe de Californie, au nord du Mexique, et merci de l'invitation. Déjà, on peut commencer. Est-ce que tu peux nous rappeler, Laura, pourquoi il y a cette journée mondiale de l'eau, pourquoi c'est important, quelles sont les grandes problématiques à prendre en compte lors de cette journée? La journée mondiale de l'eau est très importante pour rappeler à la fois l'importance de l'eau, mais aussi le peu de mécanismes internationaux qu'il y a pour se mettre d'accord sur la gestion des ressources hydriques. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est d'un côté de visibiliser une ressource que l'on croit connaître très bien parce qu'on y a accès tous les jours. C'est la ressource naturelle à laquelle on a le plus accès depuis chez nous, où que ce soit que l'on habite. Donc, on a tendance à penser que c'est normal d'avoir de l'eau. C'est normal d'avoir de l'eau dans le robinet. C'est quelque chose qui est à la fois très présent dans notre vie et très invisible. Parce que la plupart des citoyens, on n'a aucune idée de comment arrive l'eau à notre robinet. Encore moins idée de où va l'eau une fois qu'on a tiré la chasse d'eau. Donc, c'est un sujet très important au niveau individuel. Au niveau des autorités aussi, je me rappelle un maire au Mexique qui me disait « Ce que veulent les citoyens, c'est ne pas entendre parler de l'eau. Si comme maire, tu dois parler de l'eau, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Donc, ce que tu veux, c'est qu'on ne parle pas de l'eau. » Et au niveau international, c'est aussi très intéressant qu'il n'y ait pas, par exemple, d'agence des Nations Unies qui ait une capacité de vraiment avoir une attention particulière sur la coopération internationale au sujet de l'eau. Alors, il y a plusieurs conventions qui régissent les eaux frontalières, plusieurs conventions internationales qui sont reliées à l'eau. C'est aussi intéressant de savoir qu'il y a eu plus de traités de paix dans l'histoire de l'humanité au sujet de l'eau que de la guerre. Parce que
l'eau, c'est la dernière des frontières. Si tu fais la guerre pour l'eau, alors on a un cas qu'on est en train de voir encore aujourd'hui à Gaza. L'eau, c'est la dernière frontière entre la vie et la mort, en gros. Donc, c'est très important de visibiliser cette journée mondiale parce qu'il faut aussi qu'on ait une conscience mondiale de que l'eau est une ressource partagée. Il y a exactement la même quantité d'eau sur la planète depuis des millions d'années. On sait que c'est grâce à l'eau qu'il y a une possibilité d'atmosphère, de vie, etc. On vit exactement avec la même quantité d'eau depuis des millions d'années et on doit la partager entre tous. Donc, c'est vraiment un sujet crucial et c'est pour ça que le 22 mars est une journée très importante pour visibiliser l'eau dans tout l'arc-en-ciel de ce que ça peut représenter. Oui, merci. Faire visibiliser toutes les problématiques. Et la beauté de l'eau aussi. Et la beauté de l'eau. Je fais quand je vais à la classe de ma fille, j'essaye tous les ans de faire un petit cours de sensibilisation sur l'eau. Je leur apprends ce qu'est une molécule d'eau. Et les molécules d'eau sont faites de 3 atomes qui sont des super, super bons amis, qui ne se lâchent jamais, mais qui à la fois sont très inclusifs. Et c'est pour ça que l'eau, on peut la mélanger avec tout ce qu'on veut, parce que c'est à la fois une molécule de 3 atomes qui sont quasiment inséparables et à la fois très inclusifs dans leur amitié. Donc, il y a beaucoup de façons de parler de l'eau et c'est important à tous les niveaux et dès qu'on est petit, de se rendre compte que c'est vraiment une substance unique, incroyable par ses caractéristiques chimiques qui rend possible tout le reste. Et est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la situation du Mexique? Parce que c'est là qu'on est toutes les deux. Alors, je vais vous montrer une carte pour vous situer, pour ceux qui ne connaissent pas le pays. Alors, voilà le Mexique. Vous voyez la carte? Maintenant. Oui, alors, le Mexique, un pays situé en Amérique du Nord. Comme vous savez, nous avons une large frontière de plus de 3000 km avec les États-Unis au nord et au sud, nous sommes les voisins de Guatemala et du Belize. Vous voyez sur cette carte les zones qui ont une disponibilité en eau et celles qui n'ont pas de disponibilité en eau. Alors, le Mexique se divise principalement dans le sud-est, vous voyez, de Mexico vers le sud et la péninsule du Yucatan. C'est une zone où il y a beaucoup de disponibilité d'eau. C'est un climat tropical, sous-tropical, mais avec de grandes rivières et une saison des pluies très intense, avec beaucoup d'accès à l'eau. Mais toute la zone où il y a marqué Mexico City, qui est donc le centre du pays, bien que nous soyons dans une zone où il y a potentiellement beaucoup d'eau, c'est là qu'on voit la différence entre qu'il y ait de l'eau et la disponibilité de l'eau. Toutes les nappes phréatiques qui sont aux alentours de Mexico sont tellement surexploitées qu'il n'y a pas de disponibilité d'eau, malgré le fait que le climat soit clément en termes de pluviométrie. Et si vous voyez le nord du Mexique, toute la frontière avec les États-Unis, ce sont des zones arides, c'est un climat beaucoup plus sec, ainsi que la péninsule de Californie, qui est là où j'habite. Ce sont des zones avec très peu de disponibilité en eau de manière naturelle et aussi des usages, surtout le nord où vous voyez écrit Monterrey, avec beaucoup d'industrie. Donc c'est un pays très contrasté en termes de disponibilité naturelle d'eau qui est à relativiser avec la disponibilité en gestion d'eau qui se doit d'usage que l'on en fait, évidemment aussi à la quantité de personnes qui dépendent de cette disponibilité. Mais ça, c'est super intéressant parce qu'on voit du coup que la disponibilité, comme tu dis, elle est construite socialement selon les usages qu'on fait de l'eau, quoi. Même si on est dans une zone à Mexico, il pleut beaucoup et où il y a beaucoup d'eau. Moi, ça m'étonnait de voir que Mexico était en rouge malgré le fait qu'il pleuve beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les grands usages de l'eau? Parce qu'on pense beaucoup à la consommation humaine, mais il y a aussi d'autres usages industriels, agricoles. Comment on décide qui a de l'eau et pour quels usages? Alors ça, c'est évidemment le plus compliqué. Grosso modo, 70% de l'eau est destinée aux usages agricoles, c'est-à-dire à l'irrigation. Environ 20% de l'eau est destinée à l'usage urbain et public. Donc, c'est tout ce qui a à voir avec la distribution d'eau dans les foyers et aussi dans tous les parcs et dans toutes sortes d'usages d'eau qui ont à voir avec l'espace public. Donc, ça, c'est environ 20%. Environ 10% est destiné à l'industrie. Alors, selon les pays, c'est un peu plus ou un peu moins, entre 15 et 5%. Et quelques pourcentages qui ne sont pas très grands, c'est ce qu'on appelle les usages non directs et c'est en très grande partie, en très grande mesure. Je ne connais pas les données en France, mais elles doivent être très similaires au Mexique. C'est l'usage utilisé pour les centrales hydroélectriques, qui est aussi un usage extrêmement important, surtout dans les pays où on dépend en grande partie de l'énergie hydroélectrique pour produire de l'électricité. Et c'est très important de savoir
que la gestion de l'eau est très intimement liée à l'énergie. Parce que pour avoir de l'eau, on a besoin d'énergie. Et vice-versa, en fait, on a besoin d'eau pour avoir de l'énergie et on a besoin d'énergie pour avoir de l'eau. Et en France, on a le cas du nucléaire, non, où il y a justement le cas quand on parle de pénurie d'eau et de possible pénurie d'eau, quand on a de plus en plus de sécheresse et un usage agricole important et qu'il faut continuer d'arroser et arroser plus quand il y a des sécheresses, mais qu'en France, en plus, on a des centrales nucléaires qui dépendent de l'eau pour le refroidissement des centrales. Et c'est complexe parce que tu as besoin d'un équilibre, tu as besoin d'électricité, tu as besoin d'eau, tu as besoin d'alimentation aussi. Ce rapport triangulaire entre l'accès à l'alimentation, l'accès à l'énergie et l'accès à l'eau est vraiment une des grandes problématiques de l'eau. Disons, c'est pouvoir avoir cet équilibre. On voudrait dire, bon, mais on va diminuer la quantité d'eau dont a besoin l'agriculture parce que l'usage humain doit être prioritaire. Alors, il faut savoir que l'usage humain est toujours prioritaire. Au Mexique, par exemple, c'est établi par la loi que s'il n'y a plus d'eau, ce sont les humains qui ont la priorité, y compris sur les écosystèmes, pour avoir toujours accès à l'eau. Mais vraiment, c'est une quantité relativement minoritaire, celle dont ont besoin les humains pour vivre, en comparaison avec ces autres usages. C'est pour ça c'est compliqué de dire qu'il y a un usage qui est plus important que l'autre. Tous les usages sont importants pour le schéma de vie consumériste et je ne vais pas m'éloigner de la conversation, mais disons que dans le type de vision et de modèle économique d'exploitation des ressources naturelles sans fin, l'équilibre entre l'accès à l'eau, à la disponibilité d'eau et l'assainissement, qu'on oublie toujours, qui est tout aussi important que l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie et la disponibilité en alimentation sont trois sujets qu'il faut nécessairement traiter ensemble en termes de politique publique. Petite parenthèse pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale et l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée organisent un colloque sur l'eau pour parler du droit à l'eau et pour reconnaître les communs du vivant. Du coup, comme on se rend compte là au fil de la discussion qu'on n'a pas un problème en fait de manque d'eau sur Terre, mais vraiment c'est la gestion qu'on en fait et comment on gère les différents usages entre les personnes. Est-ce que tu peux nous raconter des cas pour qu'on ait aussi un peu une vision optimiste et qu'on ne parle pas que des problèmes, mais de cas de gestion collective de l'eau qui ont marché au Mexique, qui peuvent nous inspirer peut-être pour la France? Oui, alors en Amérique latine, ça fait déjà 15 ans qu'on parle beaucoup de gestion communautaire de l'eau. Alors, de quoi il s'agit? C'est tout simple et je pense que ça a lieu aussi dans les autres continents, surtout dans les pays où il n'y a pas un accès à l'eau à toute la population. Si tu n'as pas d'eau dans ta communauté, soit tu déménages, tu abandonnes la communauté et tu vas vivre ailleurs, soit tu te débrouilles pour trouver de l'eau. C'est très simple. Donc, si tu te débrouilles pour trouver de l'eau, ça s'organise de manière communautaire. C'est en très, très grande partie une activité dont sont en charge les femmes et les filles. Mais finalement, tu trouves une façon d'avoir accès à l'eau. Si ça grandit et ça se fait de manière ordonnée, tu as des modèles de gestion communautaire de l'eau qui marchent très, très bien, où tu as une municipalité, par exemple, où il y a une ville ou une communauté plus grande qui est centralisée, et où tu as une municipalité qui dit, bon, moi, je peux avoir à travers un réseau centralisé d'eau. Donc, qu'est-ce que j'appelle un réseau centralisé d'eau? Ça veut dire que tu as une source d'eau et des tuyaux qui vont être tous interconnectés les uns avec les autres pour arriver à tous les domiciles. C'est le cas dans la plupart des lieux de France. Et la même interconnexion pour les égouts. Mais très souvent, c'est pas possible de faire ce modèle. Donc, il y a des modèles décentralisés qui sont de plus en plus communs, de plus en plus courants. Même en France, ça commence à se développer. Donc, c'est une source d'eau qui est décentralisée et qui va donner accès à l'eau à une plus petite communauté. Donc, dans les modèles de gestion communautaire de l'eau, ce sont les personnes même de la communauté qui s'occupent de la gestion de l'eau, donc qui s'assurent, par exemple, si c'est de l'eau souterraine, qu'il y ait une pompe qui sorte l'eau, que l'eau soit correctement potabilisée, que l'eau soit distribuée dans les maisons, et ensuite qu'il y a un processus d'assainissement de l'eau. C'est très intéressant de voir que dans ces cas-là, tu es beaucoup plus sujet aux us et coutumes et aux normes locales qui font que, par exemple, les gens payent beaucoup plus de factures d'eau. Il y a très peu de gens qui ne payent pas leurs factures d'eau quand on est dans un modèle de gestion communautaire, alors que quand tu es dans un modèle national où c'est le gouvernement qui est en charge de payer l'eau, dans un pays comme le Mexique, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas l'eau et bon, c'est tout un problème. C'est aussi intéressant dans ces modèles de gestion communautaire de l'eau, la qualité de l'eau. Quand tu es responsable de la qualité de l'eau que vont boire tes enfants, tu fais beaucoup plus attention à tout ce qui est nécessaire pour t'assurer que cette qualité de l'eau soit la meilleure. Ces petits circuits, disons, beaucoup plus locaux et beaucoup plus, moi j'appelle ça des colliers de perles. Tu sais, c'est toutes ces perles ensemble, on n'a pas besoin d'être tous pareils et on n'a pas besoin d'être tous gérés
de la même manière et avec un pouvoir centralisé. Plus les pouvoirs sont décentralisés, mais décentralisés avec une véritable prise de responsabilité par les mêmes communautés, tu arrives à des modèles très intéressants. Et même maintenant au Mexique et dans d'autres endroits d'Amérique latine, tu as une municipalité qui reconnaît la nécessaire complémentarité de ce type de gestion communautaire et qui leur donne une partie des ressources pour s'occuper de la gestion communautaire. C'est-à-dire, il y a un financement public de la gestion communautaire et c'est une reconnaissance de la part du gouvernement de dire, bon, moi, je suis incapable, c'est mon devoir et c'est ma responsabilité de donner de l'eau à tous mes citoyens. Mais j'en suis incapable. Mon système me le permet pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas le système. Donc, toi, tu vas le faire pour ta communauté et moi, je vais t'aider avec une partie de l'argent parce que c'est ma responsabilité comme État et tu payes des impôts, mais tu vas le gérer au niveau communautaire. Ce genre de système me semble très positif parce que tu as aussi une vision du cycle de l'eau beaucoup plus courte et donc cette visibilité qui est très peu courante dans nos vies de tous les jours. On rend l'eau complètement invisible parce qu'on est complètement séparé de sa gestion. On ne sait même pas comment l'eau se gère. Tout ce qu'on entend, c'est les médias qui disent il y a beaucoup moins d'eau, il y a beaucoup moins d'eau, il faut fermer l'eau. Quand vous lavez les dents, il faut fermer l'eau. Mais par contre, au siècle 21, on continue à faire pipi et caca dans de l'eau potable et ça choque personne. On a de gros problèmes d'accès à l'eau dans le monde entier. On a la technologie capable d'envoyer des hommes bientôt sur Mars, mais on fait pipi et caca dans de l'eau potable tous les jours. Moi, ça m'impressionne parce que c'est pas un problème technologique, c'est un problème évidemment financier, mais c'est aussi un problème culturel. On a tellement peu de contact avec ce que signifie l'accès à l'eau qu'on ne se rend même pas compte du privilège qu'on a. Et moi, je pense que nos petits-enfants, ils diront « Oh là là, tu te rends compte, dans la cuvette des WC, ils mettaient de l'eau potable quand même, vraiment, ces humains. » Je pense qu'il y a 3 éléments très importants que l'on doit se remémorer en cette journée mondiale de l'eau. L'eau est un sujet social. Avant d'être un sujet d'ingénieur hydraulique, l'eau est un sujet social. Donc, il faut une appropriation sociale de l'eau. On ne peut pas dire « Ah oui, mais l'eau, bon, ça c'est une question de tuyaux et d'ingénieurs, moi je n'y connais rien. » Non, l'eau est dans notre vie et de là dépend où habitent les humains, où ils n'habitent pas, toute l'histoire des migrations de l'humanité, tous les développements industriels, agricoles. Donc l'eau est un sujet éminemment social. Il faut en faire un sujet sociétal. Ça ne peut pas rester un sujet technologique. Deuxième, c'est que c'est un sujet éminemment politique, comme on l'a dit. Le problème, c'est pas la disponibilité de l'eau. Donc, on ne peut pas dire oui, c'est que le changement climatique, alors il y a de moins en moins d'eau, alors s'il vous plaît, faites attention de ne pas utiliser trop d'eau chez vous et n'arrosez pas votre jardin en été parce qu'il fait chaud et il y a très peu d'eau. C'est vrai tout ça, et il faut le faire. Mais la gestion de l'eau, ce sont des choix politiques, ce sont des choix économiques, et donc il faut pas se sentir comme si c'était quelque chose auquel on ne pouvait rien faire. C'est un sujet notamment qu'il faut apporter dans les débats politiques, parce que comme je vous disais, comme me disait un maire au Mexique, ce que l'on veut dans une municipalité, c'est qu'on ne parle pas de l'eau. Parce que si les gens ont de l'eau, ils n'en parlent pas et on est tous très contents comme ça, y compris dans nos foyers. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on laisse la gestion de la ressource naturelle la plus importante à des décisions politiques, économiques desquelles on n'est même pas au courant. Et le troisième point à retenir, c'est qu'un autre monde est possible. On peut faire les choses différemment. On a géré l'eau de l'humanité de beaucoup de façons différentes. Donc, ce système centralisé de l'eau où le gouvernement central a tout pouvoir sur l'accès à l'eau, l'assainissement, et en échange, tu payes pour avoir ce service de la même façon que tu payes pour avoir ton service, accès à ton téléphone ou à ton Internet. Tu payes et puis voilà, c'est tout. C'est un système qui est à bout de souffle. À bout de souffle, surtout quand on arrive dans des zones où on commence à avoir de plus en plus de conflits entre ces différents usages qui sont tous aussi importants et où on arrive dans des niveaux de stress hydrique
donc qui deviennent ingérables. Alors au Mexique, on a 2 très bons cas de ça. L'un, c'est la ville de Mexico, qui est, même si elle a été construite sur une lagune, qui était vraiment une zone qui n'avait pas besoin d'eau, au contraire, le problème c'était qu'il y avait trop d'eau, donc les Espagnols ont asséché cette lagune. C'est une zone où il pleut beaucoup, et pourtant c'est la zone où il y a le moins de disponibilité d'eau au Mexique. Et un deuxième cas est la ville de La Paz, où j'habite, et l'organisation que j'ai l'honneur de diriger, qui s'appelle Niparaja, a un programme de l'eau. De quoi il s'agit à La Paz? Il s'agit d'une petite ville de 300 000 habitants, qui est en pleine expansion démographique, mais qui n'a pas d'eau, qui est la zone où il y a de moins de disponibilité en eau de manière naturelle. À la différence de Mexico, le problème de Mexico, c'est qu'il y a trop de gens et trop d'usages pour la quantité d'eau disponible. À La Paz, il n'y a pas cette eau, il n'y a pas cette disponibilité d'eau, c'est une zone complètement désertique. L'année 2024, nous avons eu 10 mm d'eau dans l'année. Donc là, ça pose la question de la diversité de l'accès à l'eau, et on revient à la gestion économique et politique. Est-ce que l'on va avoir besoin de dessaler l'eau, comme c'est le cas de tous les Émirats arabes unis, qui dépendent quasiment à 100% de la désalinisation de l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la désalinisation de l'eau? C'est que c'est extrêmement cher. Donc, les Émirats arabes unis peuvent se le permettre parce qu'ils ont un accès quasiment infini au pétrole, et c'est ça qui leur permet de dessaler l'eau. Mais la désalinisation a un coût énergétique très important et un coût environnemental aussi très important. Et entre le plus gros le volume dessalé, plus gros le problème environnemental. On en revient au système décentralisé. Il va falloir dessaler de l'eau, et on en dessale déjà, oui, mais veut-on avoir une grosse usine qui dessale beaucoup d'eau, ou de petits usages de désalinisation de l'eau au niveau de quelques usages spécifiques? Dans le cas de La Paz, c'est surtout le domaine hôtelier qui a besoin d'eau. Et il y a beaucoup de triches parce que, comme toute nouvelle lieu qui se construit, ou n'importe quel usage d'eau, enfin public ou privé, quand tu t'installes dans une ville, tu demandes à ta municipalité d'avoir accès à l'eau. Tu ne peux pas dire que non. Donc les hôtels ont à la fois accès à l'eau publique, mais en plus dessalent de l'eau et utilisent de l'énergie pour dessaler de l'eau. Donc il y a différentes sources d'eau, et il faut absolument qu'on pense cette diversité, parce qu'on n'a pas une solution pour un lieu. Et ça demande de la planification sur 30 ou 50 ans pour les divers investissements qui sont nécessaires, et qui doivent être faits vraiment avec une participation citoyenne, parce que, on en revient au même, il y a une question de modèle de développement derrière chacune de ces décisions. Et c'est urgent qu'on continue à développer ces plans à 50 ans, sans penser toujours à, bon, alors est-ce que la rivière d'à côté a plus d'eau que la mienne, alors je vais faire un aqueduc, et puis je vais faire venir l'eau des voisins, parce qu'eux, ils sont moins que nous, et puis nous, on est plus important parce qu'on a de l'industrie, donc on va faire venir l'eau des voisins. On le fait dans le monde entier. Ça, c'est pour l'eau superficielle, c'est facile de voir quand tu es en train de prendre l'eau des voisins, mais quand on est dans l'eau souterraine, là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, on n'a même pas une véritable... on a des hypothèses, mais on ne sait pas exactement comment ça marche, les nappes phréatiques. Avec tous les nouveaux modèles de géophysique, on sait que c'est de plus en plus complexe. Je ne sais même pas par où continuer. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant des heures. L'eau, on n'a même pas parlé des polluants éternels, alors qu'il y a une loi qui est en train d'être vue en France sur les polluants éternels qui ont été retrouvés dans tous les robinets. On n'a pas parlé d'accès à l'eau de pluie. Est-ce qu'on conclut là? Et on fera deux sujets très importants. Un, sur la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, c'est le problème numéro 1. Alors, l'eau, c'est une pièce de deux faces. De face, on dit ça en français. On ne peut pas parler de quantité d'eau sans parler de sa qualité. La quantité est complètement dépendante de la qualité et de l'usage que tu veux en faire. Universellement, on sait qu'on a de plus en plus de problèmes de contamination de l'eau, de toutes sortes de contamination de l'eau, et notamment de pollution des rivières. C'est un sujet dont on parle depuis longtemps en France. On en parle peut-être de plus en plus parce qu'on est en train de voir
la gravité des problèmes des contaminants éternels que l'on retrouve dans les rivières françaises. Alors, quels sont les contaminants éternels? Ce sont des contaminants qui passent les filtres des stations d'épuration d'eau et que l'on peut pas, qui sont des molécules trop petites, comme par exemple les médicaments. On connaît le sujet des hormones et notamment de la pilule contraceptive qui a commencé à être très distribuée de manière très grande, très large dans les années 60. Et on a de gros problèmes avec les hormones qui impactent directement le cycle de vie des poissons, mais pas seulement des poissons, des humains aussi, parce que tout ça, évidemment, on finit aussi par l'ingérer. Donc, et bon, là, on est en train de parler d'un problème très spécifique qui passe toutes les barrières que l'on a jusqu'à maintenant pour assainir l'eau. Mais il y a toutes sortes de problèmes au niveau mondial, entre la pollution par les hydrocarbures, on connaît par exemple très bien le cas du Nigeria, qui ont été des lagunes entières qui ont été complètement annihilées par une mauvaise gestion des puits pétroliers. Et bon, il y a beaucoup d'autres cas de cette nature-là. Et au Mexique, on sait que 90% des rivières sont contaminées. Donc 90% des rivières, moi je pourrais peut-être même dire 99% des rivières, excepté quelques petites rivières qui sont dans des villages ou dans des montagnes où tu sais que tu peux te baigner sans problème. Dans la plupart des rivières mexicaines, tu ne peux pas te baigner. Et c'est de l'eau contaminée avec tout ce que cela implique comme coût environnemental et comme coût social, non, et sur la santé des gens. C'est intéressant de voir qu'il est très difficile, légalement parlant, d'un point de vue juridiction, de pouvoir établir une cause à effet entre certains problèmes de santé et la source de contamination qui se trouve dans l'eau. C'est assez évident, mais c'est encore assez difficile à démontrer. Donc le sujet de la qualité de l'eau est extrêmement important. C'est pareil, c'est complètement invisible. Ce que l'on veut de l'eau, c'est qu'elle soit inodore, incolore, qu'elle ait un bon goût. C'est les 3 critères auxquels les humains font attention, en général, et sans penser à toutes les autres caractéristiques et composantes de la qualité de l'eau, et tous les autres paramètres. Donc, c'est très important que dès qu'on se met à parler d'eau et de disponibilité de l'eau et de bon ou mauvais usage de l'eau, on parle immédiatement de la qualité, parce que ça va ensemble. Ok. Donc, voilà. En tant que citoyen, en plus d'éteindre le robinet quand on se lave les dents, on faut aussi qu'on s'informe, qu'on lise, qu'on suive les débats qui sont en train de se passer au Parlement en ce moment sur justement les polluants éternels et qu'on lise les programmes politiques et qu'on s'implique dans l'accès décentralisé à l'eau, quoi. C'est un peu ça la conclusion. Tout à fait. Et qu'on s'éduque dès qu'on est petit. Tu peux très bien à la maison, tu mets 3 verres d'eau et tu peux faire des trucs sympas est-ce que c'est l'eau du robinet? Est-ce que c'est de l'eau minérale que j'ai achetée? Est-ce que il faut vraiment qu'on travaille nous-mêmes notre insensibilité de l'eau et qu'on soit sensible à des choses voilà, comme par exemple le goût. On veut que l'eau n'ait pas de goût, mais l'eau a toujours un goût. Mais si tu bois toujours l'eau de la même source, tu te rends même plus compte que ton eau, à toi, a un goût particulier. Donc oui, on peut le faire de beaucoup de manières, mais il faut ramener l'eau à notre conscience, pas la laisser dans notre inconscient. Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir discuté avec nous de ce sujet-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laura. Et puis, on continue de parler de ces sujets-là. Je pense que Magali va mettre en lien, en description, accompagnant cette vidéo, la vidéo précédente qui avait été faite avec Gabriel Amar sur la gestion publique de l'eau. Et puis, voilà, on continue à parler de ces sujets-là. Merci, Laura. Merci, Louise.